Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi. Le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur le CPE. Le texte est validé sans réserve. Du coup, Jacques Chirac s'exprimera demain. Selon plusieurs sources, il devrait promulguer la loi tout en proposant une négociation aux syndicats. L'heure semble donc à la fermeté. Dans ce journal, les réactions à chaud de François Chérec pour la CFDT et de Bruno Julliard, président de l'UNEF. Bonsoir et à tout à l'heure. En attendant, les étudiants et les lycéens ont modifié leur stratégie. Au blocage des établissements s'ajoute maintenant le blocage des routes et des voies ferrées. Les opérations se sont multipliées un peu partout en France. La police a interpellé plusieurs dizaines de personnes. Immense soulagement pour Jill Carroll. Après 3 mois de détention en Irak, la journaliste américaine a été libérée par ses ravisseurs. Elle affirme avoir été bien traitée. En France, un coup de pouce pour le don d'organes. Chacun pourra indiquer par un code sur sa carte vitale s'il consent à ce don en cas de décès. Une manière d'éviter peut-être aux familles de prendre une décision dans des circonstances souvent douloureuses. 10 chaînes de télévision, 7 radios mobilisées pour le 13e SIDAction ce week-end. Il s'agit de sensibiliser et aussi d'appeler aux dons. En France, rappelons que l'épidémie est en augmentation avec 7000 nouvelles contaminations l'an passé. Enfin, le succès de la randonnée dont le salon ouvre après-demain. On compte 5 millions de pratiquants réguliers et une nouvelle discipline que nous découvrirons, la marche nordique avec des bâtons. Après 2 mois de conflit, rarement une décision du Conseil constitutionnel aura été aussi attendue. Les 9 sages ont donc donné leur feu vert à la loi qui instaure le contrat première embauche. Juridiquement, plus rien ne s'oppose maintenant à sa promulgation. La décision a été rendue il y a une demi-heure tout juste. Arnaud Boutet, Sylvain Dobat. Depuis 9h30 ce matin, les sages de la rue Montpensier planchaient secrètement dans une atmosphère de camp retranché. Un avis juridique très attendu dans un contexte de crise politique. 19h30, fin du suspense. Pas de communiqué, la noble institution utilise l'Internet. Et en 3 clics, la décision s'affiche. Le Conseil constitutionnel valide sans réserve la loi sur l'égalité des chances qui institue le contrat première embauche. Pour les membres du Conseil constitutionnel, il n'y a pas rupture d'égalité entre les salariés. Il n'y a pas rupture d'équilibre entre le droit à l'emploi et le droit de licenciement. 2 points contestés par les anti-CPE. Le Conseil constitutionnel, je viens de lire rapidement la décision, encadre quand même la limitation du contrat de travail prévu pour les jeunes de moins de 26 ans de manière assez précise, mais il dit que le législateur a pris les précautions nécessaires dans un but légitime qui est celui de favoriser l'emploi des jeunes. Jacques Chirac a maintenant 9 jours pour promulguer la loi et il pourrait le faire très vite, c'est-à-dire dès demain. Oui, l'heure semble effectivement être à la fermeté. Jacques Chirac s'exprimera à 20h à la télévision, demain soir donc, et de sources concordantes. On indique que, comme Dominique de Villepin le souhaite, il devrait promulguer la loi tout en annonçant une vaste concertation, une fermeté qui était affichée en tout cas aujourd'hui par les membres du gouvernement lors de cette journée d'attente. Jeff Wittenberg. Un peu de silence. Avec le CPE, Silence, même le Sénat, réputé pour son calme et ses débats feutrés, se met au diapason. Comme à l'Assemblée, il faut y ramener le calme. À la différence de l'Assemblée, cependant, Dominique de Villepin est plutôt souriant sous la mitraille. Monsieur le Premier ministre, vous êtes un fervent admirateur de l'épopée napoléonienne. Et de la même façon que Napoléon attendait Grouchy, vous attendez que le salut vous vienne de Pierre Mazeaud. Pierre Mazeaud, le président du Conseil constitutionnel, qui ne s'était pas encore exprimé, le gouvernement tenait déjà sa ligne, le CPE sera maintenu. En l'état actuel de notre Constitution, le mot retrait n'existe pas. Le mot suspension n'est dans le pouvoir de personne, ni du Premier ministre, ni du Président de la République. Comment sortir de la crise? Toute la journée aura été consacrée aux solutions possibles. Ce matin, Nicolas Sarkozy passe près d'1 heure à Matignon. Dominique de Villepin reçoit ensuite à déjeuner les ministres en première ligne dans le dossier CPE, tels Jean-Louis Borloo ou Gilles de Robien. Scénario qui revient le plus souvent, Jacques Chirac promulguerait la loi et convoquerait dans la foulée un Grenelle social, en référence à la grande négociation qui avait été conduite en mai 68. En attendant, l'agenda présidentiel a ses obligations. Ce soir, le chef de l'État reçoit la secrétaire d'État américaine, Condoleezza Rice. Demain soir, Jacques Chirac s'exprimera devant tous les Français. Voyons tout de suite quels sont les commentaires politiques à gauche, mais aussi à droite, car l'UMP, rappelons-le, est divisé sur la marche à suivre, en tout cas. Elsa Palot, Hélène Hugues, Marc de Langenhagen.
Le président de la République promulgue la loi en l'état. Et s'il la promulgue en l'état, et rapidement, comme semble-t-il on l'annonce, cela veut dire qu'il fait le choix de l'épreuve de force avec le pays et qu'il a décidé de passer en force et d'imposer une loi qui est fortement contestée. Ce soir, la loi est une loi de la République quand le président de la République aura décidé de la promulguer. Alors c'est une décision, vous le comprenez bien, qui n'appartient qu'au président de la République, mais je voudrais souligner, cela dit avec force, que le gouvernement de Dominique de Villepin reste parfaitement ouvert à une discussion avec toutes celles et tous ceux qui voudront venir s'y adjoindre. Je pense que le président de la République, c'est son rôle et c'est sa fonction, serait inspiré face à la crise grave que nous vivons, de recevoir l'ensemble des présidents des différents partis politiques de notre pays. Image aussi de Nicolas Sarkozy qui est en ce moment en voyage à Rome pour le congrès du Parti populaire européen dont l'UMP est membre. Le numéro 2 du gouvernement s'est abstenu de tout commentaire pour l'instant. Du côté des étudiants, on va entendre dans un instant Bruno Julliard, président de l'UNEF. D'abord, on va voir que cette journée a été marquée par ce qui ressemble bien à une nouvelle stratégie. Dans une vingtaine de villes de France, ils sont sortis des campus, des universités pour bloquer les routes ou les gares, avec parfois des lycéens, avec aussi à la clé des bousculades et souvent des affrontements. Nicolas Châteauneuf, Olivier Robert. Des étudiants qui bloquent la circulation avec des policiers à leur trousse. La même scène s'est répétée un peu partout en France, comme ici à Saint-Étienne, où les bouchons se sont multipliés, un peu trop pour certains automobilistes. Arrête-toi, vas-y, arrête-toi! Autre tactique à Nantes, où sous une pluie battante, les étudiants ont coupé les ponts. Avec les automobilistes, le dialogue s'engage, même s'il est parfois un peu difficile. Vous ne voulez pas du CPE, vous n'avez pas de CDI, vous ne voulez pas des stages, il y a 6 mois c'était les stages, vous ne voulez pas de CDD, c'est de la précarité, vous voulez quoi? Des emplois stables, pour avoir un avenir stable. C'est triste de constater qu'ils en soient arrivés là, parce que je suppose que même aimerait mieux être en cours, mais je les comprends. Voilà. De nombreuses villes ont été touchées, parmi elles Lille, Amiens, Nantes, Rennes, Angers, Saint-Étienne, Grenoble. À Rennes, c'est carrément le périphérique qui a été bloqué. À Grenoble, les évacuations ont été musclées, mais n'ont pas fait de blessés. Pour cette journée d'action, les étudiants ont également visé une cible de choix, les gares ferroviaires. À Marseille, la gare Saint-Charles a été occupée pendant plusieurs heures par 200 étudiants. L'évacuation s'est déroulée sans incident majeur. À Paris, un dispositif de sécurité interdisait l'accès au quai de la gare de Lyon. Mais les manifestants ont contourné les policiers et envahi les voies. Le débat entre pro et anti-CPE fait rage, même parmi les usagers. Pour en discuter avec... Mais on est tous d'accord. Venez pas nous faire chier devant le train. Mais moi je suis pas inquiet de vous. Qu'est-ce que vous faites avec cet autocollant? J'étais sur le quai. Mais vous faites quoi avec votre autocollant? Je pense qu'à la sortie, il n'y a plus une voiture de disponible chez Avis. Il n'y a plus un hôtel de disponible. Donc écoutez, je suis là, moi je bouge pas. La gare de Lyon a finalement été évacuée. Le trafic reprend progressivement. Voilà, et nous retrouvons donc Bruno Julliard, président de l'UNEF. Rappelons donc que le Conseil constitutionnel a validé la loi. On attend la déclaration de Jacques Chirac demain soir, mais tout semble indiquer qu'on se dirige vers une promulgation rapide. Quelle est votre réaction ? Bien écoutez, moi je ne suis pas déçu, tout simplement parce que pas très surpris par la décision du Conseil constitutionnel. Bon, d'abord sur le fond, moi je note simplement peut-être un regret tout de même, c'est qu'il est évident que le contrat première embauche porte atteinte à la notion d'égalité. Le CPE est clairement une discrimination en fonction de l'âge. On dit parce que vous avez moins de 26 ans, vous aurez un sous-contrat de travail. Je m'étonne que la notion d'égalité ne soit plus considérée comme une valeur constitutionnelle. Voilà, ça c'est un débat juridique assez compliqué et les 9 sages, j'allais dire, c'est vraiment leur terrain. Mais sur le terrain politique, c'est-à-dire les conclusions que semble tirer... C'est effectivement moins les miens. Et absolument, je crois que c'est maintenant la responsabilité du chef de l'État que d'entendre
l'exaspération montante dans le pays. Il y avait mardi dernier 3 millions de personnes dans la rue, un mouvement de jeunesse extrêmement puissant qui très majoritairement exprime le rejet de ce contrat première embauche. Parce que je crois que le choix essentiel aujourd'hui et l'élément politique essentiel qui fait débat, c'est quel choix de société pour demain. Le gouvernement veut imposer une généralisation de la précarité, c'est ce que nous refusons. Et je crois que le président de la République a, dans les jours qui viennent, une occasion de mettre un terme à la crise grave qui touche notre pays. Ça n'est pas le chemin qu'il prend, si l'on en croit donc ses sources concordantes, dans les milieux ministériels notamment. On s'attend à une promulgation dès demain de la loi, avec ce qu'on appelle donc un grand Grenelle pour réunir tous les syndicats, essayer de trouver des solutions qui pourraient se substituer ensuite au CPE. C'est effectivement la rumeur qui court. Écoutez, si le président de la République promulgue rapidement le contrat première embauche, je crois que ce sera un signe à la fois de mépris très important à l'égard des manifestants, qui, je le répète, sont très majoritaires dans le pays, et puis surtout une attitude irresponsable. On ne sait pas quelle sera l'attitude des manifestants au vu de l'état déjà d'exaspération qui traverse l'ensemble du pays. Oui. Quant aux propositions de négociation, depuis 2 mois, nous expliquons que nous ne voulons pas aménager le contrat première embauche. Il faut d'abord lever cette hypothèque, retirer le CPE, et après, nous sommes tout à fait disponibles à discuter d'autres négociations. Une dernière question. Apparemment, le gouvernement, éventuellement l'Élysée, semble parier sur l'essoufflement du mouvement. Est-ce que vous pouvez rester mobilisé? On sent aussi qu'il y a des tensions dans le mouvement, qu'il y a de plus en plus d'étudiants, de professeurs qui souhaiteraient mettre fin au blocage, reprendre les cours. Vous savez, depuis maintenant près de 2 mois et demi, à chaque rendez-vous, chaque manifestation, nous sommes toujours plus nombreux, jusqu'à arriver mardi dernier à une manifestation exceptionnelle, je crois, la plus importante de la Ve République. Nous pensons que nous pouvons encore amplifier cette mobilisation. La coordination étudiante se réunira ce week-end pour décider de la poursuite du mouvement. L'intersyndicale appelle déjà, donc salariés et jeunes, à une mobilisation mardi prochain. Moi, je suis très confiant et très serein. Je crois que nous poursuivrons cette mobilisation jusqu'au retrait du CPE. Merci Bruno Julliard d'avoir répondu à nos questions quelques minutes après cette décision. Et puis on s'arrête un moment sur la situation dans les lycées. Hier, des consignes de fermeté avaient été données pour rouvrir les établissements fermés ou bloqués. Finalement, la police est très peu intervenue. En revanche, les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes opposés au blocage ont voulu se faire entendre. Exemple à Nantes, Laurent Di. Mais faut raisonner les parents. S'il vous plaît, calmez-vous, bousculez pas, ça sert à rien. Ce matin, en effet, ce sont les parents qui sont à la manœuvre. Cela fait 3 jours que le lycée Jules Verne est bloqué par les lycéens anti-CPE. Un mouvement qui n'est pas du goût de certains parents. Ce matin, ils ont donc tenté de forcer les barricades pour rouvrir le lycée. J'ai envie que mes enfants étudient. On est en démocratie. C'est clair, ils n'ont pas le droit. Mais les lycéens résistent. Résultat, une situation confuse, d'autant plus que certains parents sont venus soutenir les adolescents grévistes. Ils se sont prononcés de manière démocratique en faisant des votes lors des assemblées générales. Les terminales, par exemple, étaient plus de 80% présents en cours et se sont prononcés pour le blocus. À 7h30, le proviseur en appelle à la police. Mais le commissaire principal reçoit l'ordre de ne pas pénétrer dans le lycée. Le proviseur ferme donc les grilles, il n'y aura pas cours aujourd'hui. Une décision logique pour certains enseignants. Dès le départ, il nous est apparu évident que nous ne pourrions pas faire cours dans des conditions pareilles et que la sécurité des élèves ne pouvait pas être garantie de toute façon. Côté lycéen, une nouvelle AG aura lieu demain pour décider de la poursuite du blocage. Nantes n'est pas un cas isolé. Le climat s'est étendu dans plusieurs établissements. Au total, quelques 513 lycées sur 4330 étaient perturbés, selon le ministère de l'Éducation. Florence Griffon avec nos bureaux en région. À Paris, quand les lycéens croisent les forces de l'ordre, cela peut parfois donner cela. Il en rougit presque. La fin du film est moins romantique. Après quelques minutes, les lycéens se sont fait embarquer dans le calme et sans leurs fleurs. Ce matin, tous les proviseurs ont eu à résoudre le même problème. Comment garantir l'accès à leur établissement? Lycée technique Siegfried, le proviseur prend les outils plutôt que d'appeler la police, comme l'a demandé le ministre. J'apprécie parfaitement leur critique. Les où m'intéresse pas et ne me chauffe pas, ça me dégage. 8h30, le barrage est levé sans policiers. Je ne réponds pas à un ordre puisque je n'ai aucune circulaire qui me l'indique. J'ai un bruit
Il semblerait que le ministre a oralement demandé, etc. Je suis un fonctionnaire. J'obéis sur des ordres écrits. 9 heures, les grévistes sont de retour, déterminés. Plus ils nous mettent des flics devant les bahuts et plus nous on est là et on continue notre action. À Lille, les forces de l'ordre étaient bien là ce matin. Mais le proviseur ne leur a pas demandé de lever le barrage des lycéens. À Marseille, les lycéens laissent entrer les petits du collège et quelques profs, mais c'est tout. Un barrage filtrant, voté hier à bulletin secret. On avait à peu près 70% chez les secondes, 75% chez les premières, et bon, on était à 50-50 chez les terminales. À Toulouse, certains ont choisi de camper près du lycée, avec une hantise, se faire déloger par la police. C'est plutôt une bonne chose que la force n'ait pas été utilisée et que les forces de l'ordre n'aient pas eu à intervenir. Maintenant, on attend un dialogue et on attend quelque chose de constructif. Du coup, le lycée est resté fermé toute la journée. D'après le ministère, 11% des lycées étaient bloqués ou fermés aujourd'hui. Voilà, nous devions retrouver François Chérec pour la CFDT. Un souci technique nous empêche pour l'instant d'établir la liaison. Sachez que Bernard Thibault, pour la CGT, indique que la promulgation de la loi par Jacques Chirac demain soir envenimerait la crise et, je cite, plomberait toute possibilité de discussion. Enfin, sachez que Gilles de Robien, le ministre de l'Éducation, sera l'invité de questions ouvertes. Juste après ce journal, il répondra aux questions de Gilles Leclerc. Pour refermer ce chapitre, sachez qu'une trentaine de manifestants interpellés en flagrant délit avant-hier étaient jugés en comparution immédiate aujourd'hui. Jérôme Soulard, Guillaume Fautra. Des fins de manifestations anti-CPE qui dégénèrent. 629 interpellations au total ce mardi à Paris, un record. Ceux qui comparaissent aujourd'hui au palais de justice sont pour la plupart des jeunes insérés socialement au casier judiciaire vierge. On leur reproche des insultes et des jets de bouteilles contre les CRS. C'est le cas de Ferdinand, 20 ans, étudiant, le fils de cet homme. Il risque 2 mois ferme. On craint la prison puisqu'on a bien compris que le message de fermeté passé par le gouvernement était bien là. Et avoir des enfants qui prennent du ferme, évidemment, c'est dramatique pour nous, c'est dramatique pour eux. La plupart des interpellés nient formellement les agressions qui leur sont reprochées, tout comme leurs proches. Tout le monde était surpris, ils ne comprenaient pas pourquoi il avait été pris. Notre groupe d'amis, on a crié, mais il n'a rien fait, il n'a rien fait. D'autres témoins qu'on ne connaissait pas aussi ont crié la même chose. Et effectivement, ce genre d'audience, c'est toujours la parole des uns contre celle des autres. Malgré la présence de 4000 policiers mardi, les preuves matérielles manquent souvent à la justice. 2 mois de prison ferme pour l'absence de preuves rapportées irréfutables de jets de projectiles, c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Ce manque d'éléments matériels explique le faible taux de condamnation. Mais quand les preuves sont là, les peines de prison tombent. 8 mois ferme par exemple pour un jeune maçon de Rennes, 3 mois ferme pour 2 étudiants. Autre actualité de cette journée, actualité heureuse en Irak avec la libération d'une otage américaine. On craignait pour sa vie. La journaliste Jill Carroll a été libérée en fin de matinée par ses ravisseurs. À Washington, Alain Chalvron, Aaron Diamond. Jill Carroll a été libérée ce matin près du siège du parti islamique irakien. C'est donc le chef de ce parti sunnite qui a eu l'honneur de l'accueillir. J'ai été détenue dans une pièce petite et sûre avec de beaux meubles. On m'a donné des vêtements, de la nourriture autant que j'en voulais. Je pouvais prendre des douches, aller aux toilettes. On ne m'a jamais battue ni même menacée de me battre. Elle n'avait pourtant pas l'air si bien traitée sur cette vidéo du 28 janvier au cours de laquelle ses ravisseurs des brigades de la vengeance menaçaient de la tuer. Syndrome de Stockholm qui pousse les otages à défendre leur geôlier ou simplement expression de cette passion que la jeune journaliste avait pour l'Irak et ses habitants, passion rappelée hier encore par sa sœur. Ça fait 3 ans que Jill habite en Irak. Elle a plein d'amis irakiens et elle respecte leur culture. Aux États-Unis, sa libération fait la une des médias qui avaient pourtant observé un quasi blackout sur sa détention et suscite des réactions jusqu'au plus haut niveau de l'État. C'est formidable qu'elle ait été libérée. Je remercie tous ceux qui ont participé à cette libération. Le père de Jill, quant à lui, n'oublie pas dans son bonheur ce qui reste. Je voudrais être sûr que vous tous, et surtout vous les médias, vous n'oubliez pas les autres otages américains et les otages de toute nationalité toujours détenus en Irak. La libération de Jill Carroll intervient au moment où l'ambassade américaine à Bagdad se rapproche spectaculairement de la communauté sunnite. Ceci explique peut-être cela et suscite un certain espoir pour la quarantaine d'otages occidentaux qui restent en Irak.
En bref, l'ONU joue les tigres de papier contre l'Iran dans le dossier du nucléaire. Le Conseil de sécurité a donné un mois à Téhéran pour suspendre l'enrichissement d'uranium, mais cet ultimatum n'est assorti d'aucune sanction. L'Iran a répondu quelques heures plus tard que sa décision d'enrichir l'uranium était irréversible. Et puis image d'Argentine, arrosée depuis plusieurs jours par des pluies diluviennes qui provoquent d'énormes glissements de terrain dans la province de Salta, au nord du pays. Plusieurs maisons ont été emportées. Ces inondations n'ont fait aucune victime pour l'instant, mais des dizaines de familles ont été évacuées. En France, un procès qui nous ramène à la protestation sociale. Jusqu'où peut-elle aller? 9 militants associatifs étaient jugés aujourd'hui à Auxerre pour avoir envahi et dégradé le château familial du PDG de Total, Thierry Desmarais, suite aux catastrophes de l'Erika et d'AZF. Eh bien, le procureur a requis la clémence. Il se dit même favorable à une amnistie. Yasmina Farber, Sylvain Juvenal. Sur le banc des prévenus, des Bretons en colère. Eugène Riguidel, un roi de la voile. À ses côtés, un capitaine au long cours ou encore Joe Le Guen, celui qui a traversé le Pacifique Sud à la rame. Des hommes mûrs, loin de clichés de casseurs. Le tribunal d'Auxerre les juge pourtant pour dégradation et vol aggravé. Ce 11 décembre 2001, ils investissent la propriété d'Arnaud et Thierry Desmarais, le PDG de Total. 30 fenêtres sont démontées, symbole de l'explosion d'AZF. Les murs sont aussi tagués avec du fioul de la marée noire de l'Erika. J'espérais et je souhaitais sincèrement de voir, de près, qu'ils puissent voir un petit peu comment se fait-il qu'on puisse avoir comme ça du pétrole chez soi comme ça du jour au lendemain. Eh ben ouais, c'est pas drôle. 48 heures dans le château avec des gendarmes qui vont trinquer avec les intrus. 12 grands crus sont dégustés. Thierry Desmarais porte plainte pour vol, mais les révoltés de la marée noire vont accuser le PDG de Total tout au long du procès. Thierry Desmarais n'assume pas ses responsabilités. Il n'est jamais venu voir les victimes de l'Erika se soucier de leur destin. Il n'est jamais, pas plus, allé à Toulouse pour voir un peu ce qui s'y passait et dans quelles conditions vivaient les gens qui ont été privés de porte et de fenêtre en plein hiver. Thierry Desmarais savait qu'il serait malmené. Il a préféré ne pas venir. Il n'y a aucune raison pour que Thierry Desmarais soit présent aujourd'hui, si ce n'est l'amalgame artificiel qu'on cherche à créer avec ses fonctions de président de Total. Après 4 ans de procédure, Thierry Desmarais ne demande qu'un euro symbolique. Le procureur, lui, évoque la possible amnistie de ses délits. Jugement le 4 mai prochain. En bref, un transport de fonds a été braqué ce matin devant une banque à la Verpillière dans l'Isère. Il s'en est suivi une spectaculaire course-poursuite avec hélicoptère, échange de coups de feu. Une femme prise en otage a été rapidement libérée avant d'être interpellée. L'un des braqueurs présumés s'est suicidé avec son pistolet. Les 2 autres ont été arrêtés. On en parlait hier, c'est demain que s'ouvre le procès de la mort de Sohane, cette jeune fille de 17 ans brûlée vive à Vitry par un garçon qui voulait, je cite, lui donner une leçon. On avait beaucoup parlé de prise de conscience sur le sexisme dans les cités à l'époque. Prise de conscience, oui, mais qu'en reste-t-il aujourd'hui? À la veille de l'audience, enquête de Mathias Hillion et Madi Diawara. Drôle d'endroit pour une rencontre. Gérée par d'anciens militaires, cette école de la deuxième chance accueille des jeunes majeurs qui ont grandi dans les banlieues dites sensibles. Safia Lebdi aussi. Vice-présidente de l'association Ni pute ni soumise, elle est venue débattre avec eux des rapports entre les filles et les garçons. J'ai accepté l'inacceptable, c'est-à-dire de fermer ma gueule quand je voulais l'ouvrir, de ne pas mettre de jupe parce que je savais que la jupe pouvait me poser problème. Et qu'à un moment donné, mon frère allait me dire « tu peux pas sortir comme ça, parce que dehors, on pense comme ça ». Donc je veux te protéger. Je suis pas d'accord avec vous parce que vous faites toujours passer toujours la femme qui est victime, mais des fois c'est pas la femme, des fois c'est l'homme. Eh, les filles sont chaudes. Il y a des garçons qui aiment bien la bagarre, mais il y a des filles qui kiffent. Tant mieux. Donc ça veut dire Les femmes aussi, ils abusent beaucoup. Des fois, ils ont envie de se faire frapper. Pour tirer justement l'avantage qu'ils sont fait frapper et après pour qu'on les plaigne. Accepter le sexisme, être brûlé parce que t'es une femme, ça peut pas être normal. C'est pas normal. Vous trouvez pas que les filles, ils sont prises encore plus pour des victimes, étant donné que vous faites nous une association contre ni pute ni soumise à nanana. Aux côtés de Safia Lebdi, un homme, lui aussi militant de l'association. C'est vrai qu'on nous a reproché de stigmatiser les hommes. Mais c'est une mauvaise compréhension de ce que nous on veut défendre. Les gens qui viennent nous voir, qui viennent nous dire je me suis caché de chez moi parce qu'on va envoyer au bled pour me marier, bah tu vois ce qui se passe c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui s'arrivent, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui se font tuer.
Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui se font brûler dans des caves, il n'y a pas beaucoup d'hommes qui sont victimes de tournantes. Poids des traditions, mauvaise interprétation de l'islam, sexisme, ces filles qu'on voit peu, qu'on entend peu dans les cités, prennent cette fois la parole. C'est pas parce qu'une fille elle couche à droite et à gauche avec les partenaires qu'elle veut, c'est une putain. Parce qu'elle est pas payée. Je suis pas d'accord du tout. Même un homme il va aller voir 4 filles dans la journée, on va pas dire ouais t'es un gigolo. On va dire ah c'est bien mon frère, c'est normal. Ah normal la famille. Ah c'est bien, vas-y ramène ton dos. Est-ce que vous avez une raison précise? Pourquoi les filles sont si enfermées de ça? Elles sont forcées à s'habiller pas forcément en filles, elles sont parce qu'il y a plusieurs. C'est vrai, il y a plusieurs raisons. Se cacher, la je sais pas comment dire. Ici, quand j'arrive le dimanche soir, je fais la bise à tout le monde. Quand je suis à l'extérieur, vous ne verrez jamais faire la bise sur la main. Il y a eu des belles histoires d'amour peut-être cachées. Certainement cachées. Un débat pas plus houleux que ceux qui se tiennent dans les collèges et les lycées de banlieue, à en croire les militants. Mais la parole a peut-être été plus libre. Ton quartier. Vous avez pu bien plus parler que si on avait fait le débat, par exemple, dans votre quartier? Bien sûr. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bien sûr que oui. Pourquoi? Là, on sait qu'on, entre guillemets, on est vraiment en sécurité, même avec les gens avec qui on est. Donc, il n'y a pas de problème. Mais ça aurait été à l'extérieur, on aurait même peut-être une réputation en disant, ouais, voilà, ni pute ni soumise. Débattre le plus possible, partout, tout le temps. Voilà ce qui a rendu célèbre Ni pute ni soumise. Depuis 3 ans, l'association cherche à aller plus loin, apporter une aide concrète aux femmes victimes de violences ou de mariages forcés. Aujourd'hui, j'ai assisté au procès de mon violeur. Les faits se sont déroulés en 2001. Je n'ai pas eu le courage de porter plainte immédiatement. On touche ce public-là, 17, 18, 19 ans, des filles qui tirent la sonnette d'alarme et qui s'identifient à Ni pute ni soumise et qui disent à un moment donné, moi je vais être victime d'un mariage forcé, qu'est-ce que je peux faire? Le premier réflexe, c'est soit de mettre tes papiers à l'abri, soit d'en parler à ta voisine, ton prof, l'éducateur, l'infirmière, peu importe, mais parle-en autour de toi. Reste pas seul. Un combat qui dépasse aujourd'hui les frontières françaises. Des comités se sont ouverts en Suisse, en Belgique, en Espagne, en Suède. Ni pute ni soumise s'écrit désormais dans toutes les langues. Économie, un plan d'aide aux viticulteurs pour sortir de la crise. Il était présenté aujourd'hui. Il y a les aides, 90 millions d'euros, et surtout l'autorisation de placer des copeaux de bois dans les cuves pour donner au vin ce goût boisé qui déconcerte les puristes, mais qui plaît beaucoup, semble-t-il, sur les marchés anglo-saxons ou encore japonais. Alors, sacrilège ou adaptation nécessaire? Explication Francis Mazoyer, Philippe Dumail. Des copeaux en infusion dans une cuve à vin. Cela donne le fameux goût boisé dont les consommateurs étrangers raffolent. Jusqu'à maintenant, ce procédé est expérimenté, mais officiellement interdit en France. Ça s'imbibe un petit peu. L'annonce de sa prochaine autorisation par le gouvernement est donc une petite révolution. Cette méthode d'élevage pour les vins de pays est 20 fois moins chère que la traditionnelle barrique. Un espoir pour conquérir de nouveaux marchés. On a un vin qui en général est plus complet, qui a plus de complexité, une longueur en bouche supérieure. Et donc on peut raisonnablement espérer effectivement faire une plus-value sur la vente de ce vin, quoi. Autre proposition, la création d'un label France. Car les étrangers ont du mal à s'y retrouver parmi les nombreuses appellations. Dans le vignoble bordelais, les exportations ont chuté de 24% entre 2003 et 2005. Ici, l'idée d'une marque France est plutôt bien perçue. Si le client doit se retrouver par rapport à ça, pour l'export, tout à fait d'accord. Et pour l'export, si c'est rien que pour la France, ça ne m'intéresse pas du tout, quoi. Ça c'est sûr. Moi je préfère regarder le nom Bordeaux. Par ailleurs, le Bordelais et la Bourgogne, les deux principales régions productrices d'AOC, seront encouragées à fabriquer des vins de pays. Mais certains refusent déjà toute déclassification. Pour moi, le midi en fait, je leur laisse. Ils ont déjà des difficultés à vendre leurs vins de pays. Laissons-leur les faire, les vendre, et puis nous continuons dans nos AOC Bordeaux. Enfin, un conseil national de la viticulture française va être créé. Toutes les actions des différents vignobles seront désormais harmonisées. Autour du don d'organes. Et cette idée du ministre de la Santé, Xavier Bertrand, vous pourrez indiquer sur votre carte vitale si vous consentez à faire ce don en cas de décès. Il s'agit d'éviter au maximum aux familles de prendre une décision dans des circonstances souvent douloureuses. Laurence Decherf, Diane Richard. Il court pour que d'autres puissent un jour courir. Yannick Noah, accompagné de greffés en pleine forme, participe à la 20e édition de la course du cœur. Nous on a un nouvel organe, donc on pète le feu, on est vraiment en pleine forme, donc on est obligé de le traîner. Vous avez vu dans quel état il était à l'arrivée? Il n'en pouvait plus, pauvre garçon. On l'a mis minable. C'est important pour vous, Yannick, d'être là? C'est important d'être là pour pouvoir sensibiliser les gens sur les dons d'organes.
En matière de don d'organes, la loi stipule que chacun est a priori pour, sauf si vous avez manifesté votre désaccord. Mais trop souvent, ce sont les familles du défunt qui décident à sa place. Pour éviter leur refus, la carte vitale est appelée à la rescousse. Elle stipulera que l'assuré social a bien été informé de la loi. Les refus sont basés sur souvent une grande ignorance de ce qu'est le don d'organes. Ça veut dire que ça se passe toujours dans des conditions extrêmement douloureuses, difficiles, sans réflexion amont. Et donc finalement, dans cette espèce de précipitation, il y a des refus. Une carte de donneur si vous êtes pour le don d'organes. Une inscription au registre national des refus si à l'inverse vous êtes contre. Sinon, la prochaine carte vitale, dès 2007, un moyen nouveau pour les médecins de connaître votre position. Sur la carte, on pourra indiquer qu'on a bien été informé sur le don d'organes et qu'on sait que si on n'a pas fait opposition au don d'organes, eh bien c'est qu'on est pour. Et donc au moment de son décès, on peut être donneur d'organes. Reins, cœur, foie, de plus en plus de malades sont en attente de greffons. 6000 personnes n'ont pas pu être transplantées l'an dernier, faute de donneurs. La santé encore avec le début demain soir du 13e SIDAction à la télévision, à la radio. L'épidémie, on le disait, progresse en France. Comment vit-on avec le sida? Voici l'exemple d'une femme de 56 ans contaminée par son compagnon de l'époque il y a 13 ans. Nathalie Sapena, Michael Cario. Compter chaque dépense et la consigner sur un cahier. Pour Christine Samut, c'est une obligation. Depuis qu'elle a été contaminée par le sida il y a 13 ans, elle a dû arrêter son travail de comptable. Elle vit avec une pension d'invalidité, 640 € par mois. Ça fait très peu, c'est-à-dire qu'en plus maintenant j'ai des médicaments qui sont payants, alors qu'est-ce qui me reste pour vivre, quoi? Pour l'instant, Christine Samut peut souffler grâce à un studio payé par une association. Mais l'an dernier, elle vivait dans une HLM isolée de tout. Chaque déplacement était une épreuve. Pour un suivi médical, il fallait que je fasse 4 km à pied pour récupérer un bus, pour aller à l'hôpital et redescendre et refaire 4 km à pied. Je crois que c'était très las de tout ça. Et j'ai eu tellement un ras-le-bol, je me disais pourquoi on continuer à vivre dans des conditions comme ça, si on appelle ça vivre. Et c'est vrai que j'ai tout abandonné l'année dernière. Sans traitement, sa santé s'est immédiatement dégradée jusqu'à ce qu'elle trouve ses 25 mètres carrés au cœur de Paris et le moral qui va avec. Ce petit appartement, il n'est pas très grand, mais il m'a redonné la force de vivre. Mais ce n'est qu'un appartement relais. Elle doit maintenant dénicher un logement social qui lui convienne, toujours avec l'aide de l'association Basiliade. Oui. Donc les personnes pendant 6 mois, 1 an vont être dans un appartement relais Basiliade en attendant d'avoir leur propre appartement. Une tâche ardue avec l'explosion des prix de l'immobilier. Dans toutes les associations, comme ici ACT UP, le logement est le problème numéro 1 des séropositifs. Car comme Christine Samut, la moitié des séropositifs arrêtent de travailler après leur contamination et un tiers vit avec 600 € par mois. Et sachez qu'Envoyé spécial donne ce soir carte blanche à Emmanuel Béard contre le sida. L'équipe a suivi l'actrice qui est ambassadrice de l'UNICEF au Kenya. Envoyé spécial à partir de 20h50 avec Françoise Joly et Guylaine Chenu. L'ouverture demain du salon de la randonnée. La randonnée, depuis plusieurs années, c'est le sport préféré des Français. Dernière tendance pour vous mettre à la page, la marche nordique, une promenade avec des bâtons. François-Julien Piednoir, Daniel Lévy. Attention, les bâtons devant, ça glisse beaucoup. Pour ne pas perdre le nord, physiquement et moralement, ils ont choisi la marche nordique, un sport énigmatique. Car quand on les croise sur une pente avec leurs bâtons, c'est toujours la même question. J'ai l'impression que vous avez oublié vos skis, monsieur. Ah, il n'y a pas de neige. Pas besoin de neige, seulement un peu de souffle et des bonnes chaussures. Quelle différence alors, me direz-vous, avec la marche ou la rando? Eh bien, c'est la vitesse, 7 km/h. On marche pratiquement 2 fois plus vite qu'en randonnée. Pourquoi? Parce qu'on se propulse avec les bâtons. Montez ici et hop, j'y vais. Je descends sur mes talons. On pourrait tomber sur les fesses, sur la voisine d'en bas. Voilà. C'est arrivé ça. Donc c'est risqué comme sport alors? Non, on se fait pas mal. Non, on se laisse glisser, toujours avec une détente. Vous êtes un peu lente, vous pensez? Oui, tout à fait lente et ça me stimule, ça m'oblige à me dépasser. Des cheveux au petit orteil ou presque, c'est tout le corps qui s'active grâce au bâton. Les épaules, les pectoraux, les bras, les abdominaux, les cuisses. Et ce n'est pas fini. Le dos et les fessiers sont aussi sollicités.
De quoi faire des miracles. Le cœur de Jacques, par exemple, n'arrivait plus à faire un pas devant l'autre. Il s'est donc soigné avec une bonne dose de marche nordique. Qu'est-ce que dit votre médecin? Mon médecin, il approuve. Il trouve que le rythme cardiaque est constant. J'évite la prise de poids autant que possible. Importé de Finlande, la marche nordique est arrivée sous la Tour Eiffel il y a 5 ans et séduit aujourd'hui 300 000 marcheurs. Encore une belle idée que la France a empruntée aux pays du Nord, mais il reste du chemin à faire car là-bas, un habitant sur 2 est un adepte du bâton. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle la principale information de ce début de soirée. Le Conseil constitutionnel a donc validé sans réserve le texte de loi qui instaure le contrat première embauche. Jacques Chirac, le président de la République, s'exprimera demain à 20 h. Et nous avons retrouvé la liaison avec François Chérec, secrétaire général de la CFDT. Merci d'être avec nous pour cette première réaction. Jacques Chirac, dont on dit qu'il devrait promulguer la loi. Votre réaction, Monsieur Chérec, à ces annonces ce soir? Alors tout d'abord, la décision du Conseil constitutionnel ne nous surprend pas. On l'attendait de cette façon-là. Il juge par rapport à la Constitution, mais pas sur le fond. Donc il n'enlève rien à notre opposition à ce texte. Maintenant, c'est donc au président de la République de prendre ses responsabilités. Et je lui rappelle ce soir la lettre que les 5 grandes confédérations françaises lui ont adressée mardi soir. Nous lui demandons très précisément de demander une deuxième lecture pour l'article 8, c'est-à-dire celui qui parle du CPE, afin de le retirer, d'ouvrir des négociations avec nous pour qu'on trouve des solutions pour les jeunes, pour leur accès à l'emploi, et si que ce soit le résultat. Alors si ce n'est pas le cas, bien évidemment, on va se retrouver devant un vrai problème. Je crains une augmentation de la radicalité. Je vois que tout le monde commence à être fatigué et que malheureusement il commence à y avoir des débordements qui ne sont jamais bons. Et ensuite, le président de la République fera le choix de tourner le dos à tous ces discours depuis 5 ans. Pendant la campagne présidentielle, il a promis, j'ai relu ses discours aujourd'hui, qu'on laisserait toute la place au dialogue social, qu'on ferait confiance aux syndicats. Il a fait voter une loi, il y a maintenant 1 an et demi, qui dit très précisément dans le préambule, on fera des négociations avant tout changement du Code du travail. Il n'y a pas respect aujourd'hui de cette loi, donc je lui demande de revenir à cette démarche-là. Et nous, les syndicats, et particulièrement la CFDT, nous avons des propositions à faire pour les jeunes. Alors, et nous voulons trouver des solutions. Un dernier mot, justement. Si vous êtes invité à une négociation, comme pourrait le proposer le chef de l'État, un Grenelle social, où il y aura un engagement de substituer les solutions éventuellement trouvées au CPE d'aujourd'hui, est-ce que vous vous rendrez à ces négociations si vous y êtes invité? On se rendra à une négociation à condition, bien évidemment, qu'il y a avant un deuxième débat. C'est-à-dire que le président de la République, précisément, demande un deuxième débat à l'Assemblée sur cette partie du CPE, donc il y a une suspension de fait du CPE, et que ce soit la négociation qui soit reprise ensuite dans la loi. Mais nous demander d'appliquer la loi et ensuite de négocier éventuellement une autre loi, c'est pas sérieux. Il y avait 3 millions de personnes dans la rue pratiquement cette semaine contre cette loi. Qui pourrait comprendre qu'on accepte une application de cette loi en échange d'une négociation? On revient au point de départ. Merci. Donc, non, nous demandons franchement au président de la République de respecter ses promesses sur le dialogue social. Et nous voulons trouver des solutions. Merci, Monsieur Chérec, d'avoir été avec nous. Et pardon pour ces soucis techniques qui ont retardé cet entretien. Le débat continue sur France 2. Dans un instant, question ouverte, vous entendrez le ministre de l'Éducation, Gilles de Robien, qui répond aux questions de Gilles Leclerc. La météo de Patrice Drevet, 20h50, je vous rappelle, envoyé spécial, avec également un retour sur le CPE. Les équipes du magazine ont suivi, les étudiants, les syndicats et les ministres. À lundi, tout de suite, question ouverte.